Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous et bienvenue au Café Presse Politique. Il est 18h, nous sommes à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes en direct sur Radio M. Bonsoir Akram Khayer. Bonsoir. Bonsoir Hissam Khalili. Bonsoir. Bonsoir Saïd Jafar. Et bonsoir Abed Sharif. Bonsoir. On va innover ce soir et on va parler de l'image qui vous a marqué cette semaine. Et je vais commencer par toi, Saïd Jafar, et je croise les doigts. Je croise les doigts. Je crois savoir. Moi, l'événement de la semaine, c'est l'entrée de l'extrême droite dans le Parlement. Andalou. D'accord. C'est une première en Espagne depuis la chute de Franco. Oui. Ça annonce des choses en Europe qui ne sont pas jolies. Voilà. Bon. Mais je m'attendais à autre chose de ta part, Saïd. Mais bon, j'imagine que l'entrée de l'extrême droite est aussi importante. Abed Sharif, ton image de la semaine? Je dois d'abord dire que ce n'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Et ce n'est pas pour démoraliser les auditeurs. M. Abdelaziz Belkhadem est revenu au FLN cette semaine. À la veille de la présidentielle de 2014, il avait été exclu du FLN et il était revenu à la veille de la présidentielle. Si vous vous rappelez, Houa ou Ihya à peu près en même temps. Ils sont revenus et le président Bouteflika a été réélu. Je ne veux en tirer aucune conclusion. Merci Abed. Et Hussein, ton image de la semaine? En fait, j'en ai deux. Il y a une image qui est liée au football. Moi, je suis très fan de foot. Il y a une radio espagnole, Onda Cero, qui a cassé une règle non écrite, qui a donné 4 jours avant la cérémonie des Ballons d'Or le palmarès. Et tout le monde savait que c'était Luka Modric qui allait être Ballon d'Or. Ils ont cassé vraiment une règle qui était très, très respectée. Et donc, je me suis dit que... Donc, je lance un appel aux auditeurs de Radio M. Restez sur Radio M. Nous, on va donner le palmarès d'avril 2019, la présidence, au moins le deuxième tour. Qui va être au deuxième tour? 2 mois avant, pas 2 jours avant, pas 4 jours avant, 2 mois avant. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est un événement qui va avoir lieu à Oran, qui aurait pu être un événement de taille mondiale. C'est la béatification des moines de Tibhirin, à laquelle aurait dû assister le pape François. Aurait voulu, je crois. Aurait voulu assister le pape François. Ce que je sais, moi, c'est que c'est Alger qui a refusé. Et je trouve que ça aurait pu faire d'ailleurs l'objet d'un débat. Je trouve que c'est très dommage qu'il n'y assiste pas. Absolument. Akram, ton image de la semaine? Elle vient de tomber, c'est l'annulation, c'est le report de la visite de la présidente estonienne en Algérie, donc qui ne pourra pas être reçue. Il était prévu qu'elle vienne, hein? Oui, le 9 et 10 novembre prochain. Et ça a été annulé à l'initiative de qui? De la vie. Et la présidente croate, elle ne vient pas en Algérie? Bon. Écoutez, alors vous avez toujours... vous pouvez faire des images de la semaine. Attendez, vous savez qui c'est la présidente croate? Oui, on sait. Oui. Je sais pas, non, peut-être, je sais pas pourquoi je suis le seul à réagir comme ça. C'est pas une certaine Modric? Non. Mais c'est la blonde aux yeux bleus qui était qui dans le mondial. Notre ami Abed, voilà. Pas seulement tous les... Tous les fans tous ceux de qui foot. aiment le foot, tous ceux qui aiment le foot. Des conclusions En tout cas, pour les images de la semaine, moi, j'aimerais bien aussi donner mon image de la semaine. Je pensais que Saïd Jafar allait la donner. En tant que Staifi, je pensais que l'Algérie, berceau de l'humanité, voilà, c'est pas l'image de la semaine, c'est l'image du siècle. Bon, voilà, je la donne. C'est pas grave. Personne ne l'a donnée, c'est moi qui la donne. Ça a été une occasion pour Adil Sharif de maltraiter les citoyens. Il a tort. On a entendu un là. Oui.
Il y a eu ou ça? Mais on parle déjà d'un démenti de l'Alma qui dit que ça vient plutôt de l'Alma. Abid Sharif, c'était du deuxième degré. Bon, alors, revenons à la première partie du CPP. Cette première partie. Pendant ce temps, que font les autres? C'est l'intitulé de la première partie du CPP. Les autres, ce sont ceux qui ne sont pas partisans de la succession du président Abdelaziz Bouteflika à lui-même. La question n'est pas inquisitrice. Nous mesurons nous-mêmes à quel point est difficile et immense la tâche de faire de la politique, dans un contexte où la répression tous azimuts et l'intimidation sont venues s'ajouter à la paralysie générale causée par le, ouvrez les guillemets, pouvoir sans fin et sans limite, pour reprendre l'expression de Jamal Zinati dans son texte La malédiction algérienne. Que fait l'opposition? Les oppositions. Ne pas faire campagne en attendant que le pouvoir se décide, est-ce la meilleure des stratégies? Dans cette première partie du CPP, nous allons essayer de passer en revue les figures de l'opposition ou probables candidatures qui pourraient s'opposer aux candidats de la continuité et débattre de leur stratégie. Donc, première question, même s'ils n'ont aucune chance de remporter une élection fermée par l'administration, pourquoi n'y a-t-il que, apparemment, le candidat du MDS, Belaïd Abdelaziz, le fils du défunt président Boudiaf, qui se sont déclarés, et j'ai l'impression qu'ils ne font même pas campagne. Est-ce qu'une campagne électorale n'est-elle pas l'occasion de construire et de renforcer des mouvements politiques ancrés dans la société? Pourquoi attendre toujours que l'initiative vienne du Makhzen, comme dirait Saïd Jafar? Qui c'est qui voudrait commencer par répondre à Kalam? Non, je voulais juste dire que Fethi Gherras du MDS était quand même très actif. Il était actif, il a organisé plusieurs conférences de presse. Il a eu même une conférence de presse qui avait été empêchée. Voilà. On l'a vu. Il a été, exactement. Il a fait quelques actions. D'ailleurs, il a déclaré, il a fait sa profession de foi de candidat sur le terrain directement. Il est quand même actif et il l'est aussi dans d'autres perspectives que celle de cette échéance-là. Donc, c'est ce que je dis en dehors de ces 2 ou 3 candidats. Pourquoi les autres, on sent qu'il n'y a pas... Ou alors est-ce que je me trompe? On sent qu'il n'y a pas de... Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'élection présidentielle. Tout simplement. Il n'y a pas d'élection. Mais est-ce que... Tel que les choses se présentent aujourd'hui, il n'y a pas d'élection. C'était... La question aurait été intéressante si on l'avait posée il y a 1 an et demi, quand il y avait le temps de construire quelque chose, le temps de construire une alternative. Ça n'a pas été possible. L'opposition n'a pas pu ou n'a pas su, on peut en discuter. Le pouvoir n'a pas fait les ouvertures, le minimum d'ouverture nécessaire pour que la chose soit, disons, possible. Et donc, les gens en tirent les conclusions. On a vécu 99, 2004, 2009, 2014. Même Benfli, ça finit par comprendre. Donc voilà. D'accord. Ihsan, est-ce que tu penses que c'est... voilà. Juste la dernière phrase. La chose se présente en fait autrement. Comment ça va se passer? Je pense qu'il faut oublier le mot élection et parler de succession ou comment ça va se faire, comment l'opération va se faire, mais on ne peut pas l'appeler élection. Oui, mais on a un peu décidé dans cette première partie du CPP de parler non pas du pouvoir et du 5e mandat, mais un peu de ce qu'il y a en face. Parce que, en fait, il est très difficile de parler des partis, de l'opposition, sans parler du pouvoir. Nous sommes dans un pays, et les gens l'oublient, hein, en janvier 1992, la vie politique a cessé. On a régressé à une situation pire qu'avant 88, parce qu'avant 88, il y avait quand même à l'intérieur des structures, il y avait des partis clandestins qui amenaient. Mais après 92, on a eu une régression formidable, où d'une certaine manière, les partis qui sont restés, soit ils ont essayé de survivre en s'enfermant sur eux-mêmes, soit en se ralliant au pouvoir. Et du coup, il y a plus de scène politique. Nous avons eu une scène politique un peu vivante, c'est entre 88 et janvier 92. Mais après, c'est la dictature qui a repris
son rôle. Elle a été dure dans les années 90, elle est un peu molle aujourd'hui, mais essaye d'organiser une rencontre avec la population, tu seras interdit. Tu es à la merci de la décision d'Awali qui t'empêchera de... Parce que comment faire la politique? S'il s'agit juste d'annoncer des candidats et de faire des communiqués, bon, ça fait, on te crée un appareil et qui ne fait rien. La politique, c'est le contact avec la population, être capable d'aller rencontrer les gens, expliquer, défendre un programme. Tout ça, ce n'est pas possible. Et du coup, les partis sont enfermés, comme les Algériens. Je pense qu'on est dans une situation où c'est très difficile. J'essaie de me mettre à la place des états-majors de partis susceptibles de générer des candidatures à la présidentielle d'avril prochain. C'est très difficile de savoir ce qu'il faut faire parce qu'il y a en fait deux grands cas de figure. Il y a celui où on considère qu'il y a une succession, il y a une continuation. Donc Bouteflika va être candidat pour se succéder à lui-même. Et dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine d'y aller, c'est clair. Bon, je pense que tout le monde l'a compris, notamment depuis que Ali Benflis a fait le pari d'aller challenger un candidat malade, en pensant qu'à tout moment, il pouvait ne pas se présenter. C'était le pari qu'il a pris en fin 2013, début 2014. Il a été, et il n'a pas rattaché, conditionné la continuité de sa campagne à la présentation d'une candidature Bouteflika ou pas. Après, il était piégé, après l'annonce d'Oran de Abdelmalek Sellel, selon laquelle Bouteflika a été candidat. Il était piégé, il a été au bout, il a fait ce choix. Aujourd'hui, quand on est un peu dans la même configuration d'un parti qui peut présenter une candidature comme celle d'Ali Benflis, on ne veut plus de ce scénario. On ne veut plus parce qu'on a vu ce que ça pouvait donner. Mais en même temps, il y a le doute qui s'épaissit de plus en plus, selon lequel Bouteflika ne pourra pas y aller. À mon avis, on le saura d'ici la fin du mois de décembre. Ça devrait se préciser. Akram vient de nous rappeler que la présidente ukrainienne, non pas ukrainienne, pas croate, déjà c'est sûr, estonienne n'est pas balte, voilà, a annulé sa visite parce qu'elle ne peut pas rencontrer Bouteflika. Le MBS n'a pas pu rencontrer le prince héritier d'Arabie Saoudite. On a vu l'épisode du 1er novembre, on a vu que le président du conseil italien Conte n'a pas pu rencontrer Bouteflika. Peut-être qu'on a vu pour la dernière fois Bouteflika en public le 1er novembre dernier, parce que les nouvelles qui nous parviennent sont des nouvelles de plus en plus alarmantes. Donc, ce cas de figure fait que, on ne peut pas renoncer il faut se préparer pour aller à la présidentielle. Il faut se préparer. Parce que qu'est-ce qui va se passer si Bouteflika ne va pas? Il y aura une autre candidature qui sera forcément moins consensuelle et qui ouvre une opportunité pour l'opposition. Et l'opposition aurait tort de décider aujourd'hui, 5 mois avant l'élection, de considérer qu'il ne faut absolument rien faire et qu'il n'y a pas d'élection. Ce serait une erreur tactique. À 2 mois des présidentielles, peut-être pas. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas prendre cette décision de ne rien faire. Par contre, tu es obligé d'attendre. Et dans les états-majors de parti, en fait, le mot d'ordre, c'est il est urgent d'attendre. La nuance, c'est pour des candidats qui sont en déficit de notoriété, qui ont besoin de, eux, se faire connaître et qui n'ont pas la prétention de succéder à Bouteflika. Ces candidats-là, ce sont des candidats qui prennent date, qui ont un discours à faire passer, des messages, etc. C'est normal qu'ils soient sur le terrain et qu'ils se lancent dans les candidatures. Mais ceux qui peuvent être élus, et qui présentent une alternative, eux, je comprends qu'ils restent dans l'expectative et qu'ils ne s'avancent pas plus. Akram, Amara Ben Younes, le président du MPA, a déclaré la semaine dernière « On est à 5 mois des présidentielles et aucun opposant ne s'est porté candidat. Je les connais tous. Ils n'arriveront jamais à s'unir autour d'une candidature consensuelle. Ils attendent tous la décision de Bouteflika. » C'est le cas. C'est donc parce qu'ils ne peuvent pas s'unir. Non, ils n'ont pas besoin de s'unir pour arriver à ça. Il n'est pas dit que l'opposition doive être incarnée en une personne. Et il n'est pas dit non plus que cette personne doit absolument jouer le jeu du pouvoir actuel et de faire le lièvre, un lièvre suffisamment crédible. Au contraire, c'est un signe d'extrême maturité aujourd'hui de cette opposition-là. D'accord. On peut lui accorder n'importe quel... l'accabler de ce qu'on veut, mais c'est un signe de maturité et de compréhension de la vie politique. C'est impossible et ils ne veulent pas être complices de ce qui se présente aujourd'hui comme étant un crime en
préparation. Comme a dit Abidjaref, même Benfili a compris. Donc Oui. il l'a fait. Il a joué la partie 2 fois, à 2 reprises. Hein, Oui, oui. et il a fini par comprendre que quand c'est le candidat, c'est Bouteflika, il n'y a pas d'élection. Il n'y en a pas. C'est vraiment... Et même les électeurs algériens le savent. C'est pour ça qu'ils ne votent pas. Le nombre de votants reste toujours la masse critique des gens du pouvoir qui a une base sociale, c'est dans les 20-23%. Et le reste des Algériens se désintéressent. Et à mon avis, il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de dire les Algériens, c'est des gens qui se laissent faire. En fait, non. C'est ça l'insurrection civique qu'ils mènent. C'est de s'abstenir, de ne pas participer à un jeu vicié à la base et qui ne mène à rien. Voilà. Donc, et que des partis d'opposition arrivent à cette même conclusion, je pense que c'est plutôt positif. Voilà. Moi, je pense que c'est très difficile d'en parler, mais on va y aller. Allez. Vas-y, Abed. Dans les sphères du pouvoir, il y a un doute sur cette question. Est-ce que le président Bouteflika sera encore là pour la prochaine présidentielle ou pas? Le pouvoir a un vrai problème. Le pouvoir, c'est pas que je le plains, mais il a un vrai problème. S'ils mettent en place un scénario de 5e mandat et que ça foire vers mars ou avril, ça sera très compliqué. Et s'ils ne s'entendent pas sur la succession dès maintenant, ça va être encore compliqué. Maintenant, ça c'est le pouvoir qui a tous les leviers de la décision. Alors qu'est-ce qu'on va dire des gens dans l'opposition qui maîtrisent, qui contrôlent des petites bribes d'une opposition qui est insignifiante. Donc l'opposition dans cette histoire-là, quelle que soit l'envergure des personnes dont on veut parler, l'opposition ne dispose pas des leviers nécessaires pour la décision. Donc l'opposition subit. L'opposition avait peut-être une opportunité, une possibilité, on va dire il y a un an, jusqu'à début 2018. Avoir une perspective et jouer cette perspective-là à fond. Elle n'a pas su faire, elle n'a pas voulu faire, elle n'a pas eu le cran de le faire, je ne sais pas, enfin, mais le résultat est le même. Ça n'a pas été fait. Le pouvoir ne s'est pas organisé pour assurer la succession. La responsabilité première, elle est là. Le pouvoir a la décision, il a la capacité, la possibilité d'orienter les choses dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire soit mettre fin à l'ère Bouteflika, soit choisir un autre candidat, etc. Et voilà, prendre une décision. Un pouvoir qui s'assume et qui prend des décisions. Il avait cette possibilité-là, il ne l'a pas fait. Il laisse les choses se faire jusqu'au... Et on peut déplorer à Abed que dans un contexte comme ça, des propositions de sortie d'impasse, parce qu'effectivement, le pouvoir a un problème, un sérieux problème, il a été très bien décrit par Abed. Les propositions d'éventuelles sorties de pouvoir nous viennent de l'opposition. Enfin, moi, je considère qu'Abdelazak Mokhari fait partie de l'opposition parce qu'il était dans le processus de Zeralda. Oui. Et Abdelazak Mokhari propose de continuer transitoirement. Donc, il offre la perche au pouvoir de continuer, de ne pas faire les élections. De reporter. De reporter, oui, en fait, d'attendre que physiquement Bouteflika disparaisse pour faire l'élection. Donc, c'est comme ça que tu lis ça? Oui, enfin, c'est ce qu'il propose. Vous n'avez pas eu le temps de vous mettre d'accord du vivant du président. Bon, on va vous accorder un certain temps pour que vous n'ayez plus ce problème-là, et je pense que c'est clairement le calcul. Je me permets de faire l'exégèse de ce qu'il a dit. Et donc, nous nous retrouvons dans un scénario où l'opposition, au lieu de réfléchir à son propre scénario de combat et de se mettre en configuration de conquête, parce qu'il y a aussi le scénario où l'opposition dit « Je dégage une candidature forte ». Sofiane Djilali l'avait proposé au mois de mars ou d'avril dernier au cinéma d'Algérie. Une candidature derrière laquelle on se rallie. On va au présidentiel. Si Bouteflika est candidat, on se retire. Bien avant, on ne le fait pas comme en 99, la veille de l'élection, 48 heures avant. On le fait bien avant s'il est candidat. Voilà. Effectivement, sauf que sur les deux points, concernant Sofiane Djilali, l'opposition n'a pas su manager cette proposition. La proposition n'a pas abouti. Bon, on peut supputer ou la supposer ou le pourquoi, mais le fait est que ça n'a pas abouti.
Ce que propose Mokri, alors moi je le lis différemment. Ce n'est pas une proposition de Mokri, c'est une proposition qui vient de l'intérieur du pouvoir et qui est portée par un opposant, entre guillemets. Et donc ça permet d'offrir une ouverture au cas où le président Bouteflika est encore là lors de la prochaine présidentielle. C'est-à-dire, disons qu'il est encore là au moment où son mandat s'achève, mais qu'il ne peut pas assurer le minimum pour être candidat et se faire élire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mokri se charge de faire cette proposition qui vient en fait du pouvoir, mais qui est servie par un opposant. On n'en est pas sûr, on n'est pas sûr que ça vienne du pouvoir. Mais c'est apparemment... Toi, tu n'en es pas sûr. Toi, tu n'en es pas sûr. Dans 6 mois, on va en parler. C'est pas la dernière fois que tu nous as parlé de Mokri, tu nous as dit que le MSP allait rentrer dans le gouvernement. Tu avais pris le pari, tu avais échoué. Il y est en plein. Ça fait partie. C'est mieux que le gouvernement, c'est le pouvoir. En tout cas, pour le pouvoir, selon moi, le scénario idéal pour des gens qui n'ont pas organisé une transition depuis, qui ont eu 4 ans pour le faire, le scénario idéal, c'est d'avoir 60 jours pour le faire. Pas de prolonger d'une année. Parce ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en 4 ans, ils ne le feront pas avec une année en plus. Oui. Ce qui va déterminer les choses, c'est un arrêt brutal de la fonction présidentielle. Et c'est là où il y aura une réelle confrontation et où les puissances... Exactement. En fait, ce qu'il faut, on est obligé de parler du pouvoir parce que il faut dire une chose, que c'est depuis 99, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Bouteflika, son premier mot, je ne veux pas être 3/4 de président. Il a mis toute son énergie à casser le fonctionnement du système algérien. C'est quoi? En gros, l'état-major, les services et la présidence. Et c'est ça le consensus du régime. Il a cassé ça, il a réussi. Le jour où ils ont accepté de lever la limitation de mandat en 2008, ils ont donné le temps à Bouteflika. Ils avaient le temps. Les autres, tout faire, etc., étaient à la merci du décret de mise à la retraite. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de prendre une décision, même s'il voit que la situation se dégrade. À l'intérieur du régime, il n'y a plus possibilité de prendre une décision. La sphère politique, je l'ai dit, elle s'est transformée en makhzen. Ce n'est pas des lieux où des gens réfléchissent en disant voilà, là il faut arrêter ça, il faut passer à autre chose. Ça n'existe plus. Il y a c'est ces images-là que nous avons, le cheval qu'on offre à une photographie, et ça va continuer. C'est juste, comme dit Akram, c'est un arrêt brutal qui va les confronter au réel. Je rappelle une réalité historique. La succession de Boumedienne a été décidée après sa mort. Alors on savait qu'il était atteint d'une maladie incurable, qu'il allait mourir. Ils avaient entre leurs mains plusieurs mois pour décider, mais la décision n'a été prise... Plusieurs semaines. Quelques mois. La décision n'a été prise que lorsqu'il a été mis en terre. En quelle année tu es né, toi? Je suis né, j'ai vécu Boumedienne. Non, on n'ose pas le dire, mais on est. Akram, il n'y a pas de report d'élection, c'est ça? C'est-à-dire, c'est pas quelque chose. C'est un non-sens. Oui. C'est un non-sens total. On est dans un système monarchique. Il n'y a pas d'élection. Ils attendent que le monarque meure pour qu'il y ait un nouveau monarque. Pour décider. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Il y a des tâtonnements. On est en train de sonder ces possibilités parce que l'échéance approche. Il y a quelqu'un qui a proposé de suspendre la Constitution. Ziari. Il y a un texte de Fatiha Ben Abou aujourd'hui qui répond à ça, qui dit écoutez, la Constitution est très claire sur ça, on ne peut pas. La guerre. Sauf en cas de guerre. Donc, Mokri propose cette formule-là. D'autres gens disent on va amender la Constitution sous une forme qui n'obligerait pas le président de la République à faire un certain nombre de choses. Et donc, y compris qu'il pourrait déléguer certains pouvoirs, comme présider le Conseil des ministres, par exemple, au Premier ministre, ce que la Constitution actuelle ne permet pas. Et donc, on est en train de sonder, on sent que
si Bouteflika est encore là dans 4-5 mois, ça va être impossible de tenir même le minimum du minimum de cette formule présidentielle. Et donc, on essaye, c'est une situation de déliquescence atroce. Alors, peut-être que par rapport à ce que vient de dire Saïd Jafar, on est dans un système monarchique et personne ne peut rien faire tant que le monarque n'est pas mort, est toujours là. C'est vrai et peut-être pas complètement vrai à la fois parce que nous sommes dans une configuration où il y a un régent. Il s'appelle Saïd Bouteflika. Ce régent peut, en toute conscience, considérer que s'il attend le moment où il peut considérer que s'il attend au moment où le monarque disparaît, et comme on n'est pas dans une vraie monarchie, son autorité à lui disparaît avec celle du monarque. Et que donc, s'il doit influencer l'avenir un petit peu, c'est maintenant, c'est pendant que le monarque est vivant. Et donc, on peut à ce moment-là réintroduire l'interprétation de tout ce qui s'est passé depuis des semaines et dont on parle autour de Day Khadridi ici au Café Presse Politique, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, l'entrée-sortie des généraux à Blida en prison, le débarquement de Jamal Ould Abbas, la guerre qu'il y a pu avoir qui a précédé cela entre Louh et Ahmedou Yahya, on peut le considérer comme étant l'émanation d'une action de reconfiguration qui serait l'œuvre du régent. Le régent prépare l'avenir. Et moi, j'en voudrais pour preuve que quelqu'un comme Belkhadem, qu'on a évoqué en début d'émission, qui revient par la grande porte au FLN, il a été reçu comme un héros dans la nouvelle instance qui a commis le putsch à la tête du FLN, ça peut nous donner des indications sur les nouveaux rapports de force qui sont en train de se mettre en place. Donc, le régent peut bouger et on peut avoir le début d'une succession du vivant du monarque. C'est une hypothèse qui se base sur un postulat qui est contestable. C'est que le régent peut penser à ça. Le régent ne peut pas penser à ça. Le régent aurait pu aller dans cette direction-là en 2014. Oui. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on se rend compte que la mission historique du régent, c'est d'assurer une chose, que le roi meure au pouvoir. C'est ça sa mission historique. Est-ce que ces derniers temps, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer pour forcer une décision différente? Je ne l'exclus pas totalement. Mais dans ce cas, ce n'est pas le fait du régent. C'est le fait des pressions externes et des difficultés internes. Je suis désolé que le sujet ne soit pas l'opposition, mais malheureusement, c'est ça la situation. Alors, il faut rappeler la lettre de Bouteflika. Quand même, la lettre Ouali, elle est quand même parlante. Hein. C'est une sommation aux gens du Merzen de ne pas douter qu'il est toujours là. Et il a même fait une autre lettre à l'occasion de la semaine du Coran, où tout est centré sur la fidélité. Tout le discours, c'est sur la fidélité. Il n'y a aucun doute que Bouteflika veut rester, quitte à mourir au pouvoir. C'est ça. Et le régent, sa mission est justement d'être un peu dans l'image de Boumedienne qui meurt au pouvoir avec toute la nation qui est éplorée. C'est ça, à mon avis, on est réduit à ça. Voilà. Est-ce que pour autant... Je comprends qu'on en revienne à chaque fois et je comprends que la stratégie, l'attentisme de l'opposition soit dans l'état où elle est. Mais par exemple, pour en revenir par exemple au texte du général à la retraite, Ali Reddiri, est-ce que ça peut pas toucher des gens qui sont au pouvoir? C'est quand même une sonnette d'alarme. Est-ce que je suis complètement naïve de penser que ça peut pas créer quelque chose dans notre métier, on a toujours rencontré des gens du pouvoir qui sont plus critiques que nous. Ils peuvent te décrire une situation du pays qui dépasse ta capacité de critique. C'est énorme, mais quand ils sont dans le système, ils ne sont qu'un rouage. En termes d'action, ils ne font rien. Ils sont comme ça. C'est le système qui les dépasse. Hein, et ils ont créé une situation où la capacité des différents centres de pouvoir d'agir
a été annihilé, parce que c'est en 2008, il faut toujours rappeler, c'est la levée de la limitation des mandats qui a complètement déglingué le fonctionnement habituel du système, avec des pôles qui discutent, négocient, se partagent, etc. C'est terminé. Oui. Et aujourd'hui, il n'y a plus possibilité d'agir. Ça, c'est des attitudes individuelles. J'imagine qu'il y a un certain nombre de généraux-majors, de colonels qui ont lu le texte du général Ghadiri, qui ont dit c'est très bien, et qui sont rentrés chez eux, et le lendemain, ils avaient oublié. Parce que eux, ils sont dans un fonctionnement, et leur fonctionnement, c'est des militaires. Un militaire, c'est quelqu'un qui obéit aux ordres et donne des ordres depuis 30 ans, enfin, quand il arrive à ce stade-là. Donc, il a un fonctionnement, c'est un militaire, et il fonctionne comme ça. Il a oublié le texte. Un texte comme ça j'ajouterai une chose qui est liée indirectement à ça, c'est que Abdelaziz Bouteflika a très très vite, dans sa carrière de président, anticipé cette situation-là d'une génération d'officiers supérieurs politisés et crédibles, ayant une certaine légitimité acquise non pas par la guerre, en faisant la guerre de libération, mais en combattant le terrorisme, en foutant tous ces gens-là, toutes ces générations-là à la porte. Donc c'est cette génération qui a été liquidée en 2002. Et à l'époque, Bouteflika savait exactement ce que cette génération allait donner. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec l'absence d'une génération intermédiaire entre les jeunes qui sont en train de monter et la gérontocratie qui se trouve actuellement à l'armée. Un détail sur cette question de génération, un détail il y a une génération d'Algériens, on va dire ceux qui sont nés à peu près entre 1942-43 et 1963. Cette génération ne compte pas dans l'histoire du pays. Elle était trop jeune pour faire la guerre de libération, et elle sera trop âgée pour être là quand le relais sera passé. C'est dans les hommes politiques, c'est-à-dire pour faire quelque chose dans le pouvoir. C'est une génération de jouisseurs. C'est dans les hommes politiques, c'est ça n'est pas le pouvoir. La génération Sifi, Benflis, Benbitou, etc. Cette génération a vécu à l'ombre de géants. Et ils se sont rendus compte que leur tour est venu un peu tard et ils n'ont pas joué, ils n'ont pas été assez bons. Personne pour en finir sur Alors pour en finir, je suis sensible à la solitude du coureur de fond et donc à la solitude du présentateur qui n'a pas traité du sujet qu'il voulait traiter. Oui, j'ai vraiment voulu éviter de parler. J'ai voulu prendre le pari de ne pas parler. Donc je vais faire le lien avec la question que fait l'opposition pendant ce temps, hein? C'était ça la question. Que fait l'opposition pendant ce temps? Moi, la critique principale que je ferai à l'opposition, tactiquement, c'est normal de ne pas avancer avec des candidats. Je l'ai dit en début d'émission. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas bouger du tout sur le thème que le peuple doit reprendre la main sur le destin du pays à l'occasion de l'élection qui arrive. C'est le thème fort autour duquel il faut mobiliser. Dire, ils ont un projet complètement fou de continuer une présidence qui ne tient pas la route, avec le bilan que l'on sait, et nous, on ne va pas accepter cela. C'est ce que Mouatana a essayé de faire, avec plus ou moins de succès à la rentrée sociale, que Mouatana fait un peu moins depuis quelques semaines, peut-être parce qu'on commence à réfléchir déjà en termes de stratégie électorale et moins en termes de mobilisation. J'espère que je me trompe et je pense que on reviendra à la thématique il ne faut pas que ça se passe comme ça, mais que les citoyens reprennent en main le refus civique de ce scénario-là. Je pense que ça interpelle tous les partis politiques. Je ne comprends pas que le FFS ne bouge pas sur la question, que le RCD ne bouge pas sur la question, que d'autres partis, que même MSP et d'autres ne bougent pas, ne se mobilisent pas sur cette question-là. Nous refusons ce scénario. La discussion politique commence à partir du moment où on renonce au 5e mandat. Si on renonce, on fait renoncer, on fait dérailler le projet du 5e mandat, il y a une possibilité de quelque chose de différent. Et ça, c'est la responsabilité de l'opposition de l'obtenir. Si l'opposition, je finis sur ça, ne le fait pas, j'ai encore la faiblesse de croire que les citoyens le feront à leur manière, avec les supporters du Moundiaf Bablouad, avec le Harraga qui barre la route, avec les demandeurs de logement, etc., etc. Ça se fera autrement.
Moi, je suis étonné quand j'écoute Hassan sur certains terrains de voir, il est surpris de voir que les partis politiques ne sont pas dans la trajectoire que lui souhaite. Mais ces partis sont dans leur propre trajectoire, avec leurs propres limites. Ils ont une logique de fonctionnement interne, ils ont une idéologie, une démarche. Le rêve de Hamas, c'est de participer au pouvoir. Le rêve de beaucoup de partis, c'est de participer au pouvoir. Les partis qui... C'est un peu... Non, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Les partis qui peuvent aspirer à une alternative réelle, ils ont été ils ont été laminés, ils n'ont presque plus d'existence. Les autres, ils tiennent un discours, mais dans la pratique, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Leur seule ambition, c'est d'y être. Hamas une partie de Hamas tire pour revenir au pouvoir. L'autre partie essaye de résister en espérant que quand ils iront au gouvernement, ils seront un peu mieux servis. Mais ça ne va pas au-delà. Il faut voir en interne ce qui se dit et ce qui se fait au MSP. Donc, chez les autres, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas grand-chose, il faut l'admettre. Le parti de M. Benflis, c'est un flop. C'est un parti qui n'a pas réussi à prendre de l'envergure, de l'épaisseur. Et il n'a pas pris dans la société. Il y a toute la difficulté de l'action politique moderne aussi. Je ne sais pas ce qu'il faudra dans 15 ans. Est-ce qu'il faudra encore parler de parti avec les réseaux sociaux, l'éthique, etc. Le militantisme, la manière de s'organiser a changé. Les gens, ils ne savent pas faire. C'est pas une critique, c'est un constat. Ils ne sont pas adaptés à ça. Ce n'est pas les seuls d'ailleurs. Enfin, c'est un phénomène on va dire, qui se mondialise. Et donc voilà. Et pour revenir au parti, pourquoi ils ne font pas ? Ils ne font pas parce qu'ils en sont incapables. Intrinsèquement, ils n'ont pas la densité politique, idéologique et surtout organisationnelle pour faire. Il y a, c'est ça le paradoxe, une dépolitisation à l'intérieur des partis. Les partis aujourd'hui ne sont plus des lieux où les gens viennent défendre des idées, des programmes. Ce sont des tremplins pour être élus. Que ce soit à un niveau communal ou au Parlement. Et malheureusement, c'est la situation globale. Les candidatures aux élections, c'est des demandes de travail dans le système. C'est ça. Moi, je vais à l'intérieur... Enfin, j'avais dit la même chose pour une certaine candidate proche de nous. J'ai été lynché, y compris par toi. Oui, mais en gros, non, on connaît quand même les gens. Mais moi, je vais à l'intérieur du pays pendant les élections locales et législatives, là où tu connais les gens. Tu sais qui est qui, etc. Tu as le profil, et tu vois comment ils activent, on discute, etc. Il n'y a absolument aucun rapport avec les idées politiques. On a parlé, comment on appelle, c'est pas le papillonnage, comment on a dit, le nomadisme. La transhumance. Tu vois, c'est un type qui est dans un parti, mais dirige tête de liste, le lendemain il est ailleurs, et donc il n'y a plus... Ça n'a plus rien à voir avec les idées politiques. C'est devenu de l'entrepreneuriat politique. C'est des demandes d'adhésion, des demandes de recrutement au sein du pouvoir. Merci Abed Sherif. C'est la fin de la première partie du CPP. Restez avec nous. Dans la deuxième partie, les CPPistes vont critiquer Radio M. À tout de suite. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M,
Le Café Presse, politique. Nous sommes de retour sur le plateau du Café Presse Politique et dans cette deuxième partie, nous allons nous poser une autre question. À qui ne doit-on pas parler ? En effet, Radio M a essuyé un flot de critiques cette semaine suite à l'invitation de deux personnalités considérées par nos auditeurs comme des insiders du système, deux personnalités au profil extrêmement différent. Le premier, Hamid Temmar, ministre du Commerce, de l'Industrie, conseiller économique auprès du président, a été invité à participer à l'émission Le Café des experts économiques de Radio M. Le deuxième est le journaliste Adel Mellah, qui a été emprisonné pendant 1 mois et libéré et qui a donné un entretien à notre collègue Linda Rabou cette semaine sur Radio M. Donc, s'en suivit un déluge de critiques dans les deux cas. Radio M a été mise en garde contre la perte de sa crédibilité par de nombreux auditeurs. Et même si la proximité du pouvoir a été évoquée comme la raison pour les deux, signalons tout de même que c'est aussi le langage plutôt ordurier et l'attitude agressive du journaliste envers son intervieweuse qui ont été mis en cause dans beaucoup de commentaires concernant le journaliste Adel Mellah. Donc, première question, Hamid Temmar sur Radio M, ça vous choque ? Ça vous choque pas ? Non, il faut... Akram, pourquoi ne devrait-il pas être invité ? Tu veux que je commence par toi, Hassan, puisque tu les as invités ? Hamid Temmar, c'est pas la première fois. Hein. Il est passé par l'auteur du crime, quand même. Bah, c'est ce que je disais. Alors, on commence par on commence par les critiques et après on te demande. Après on t'accorde la défense, d'accord ? Voilà, on commence par ben donc on commence par toi. C'est quoi la question ? La question est Hamid Temmar à l'émission le Café des experts économiques. Moi je suis pas contre. D'accord. Sauf que dans ce cas précis, on va directement au fond des choses. Il y a des préalables à dire. Je vais passer dessus. Bien contextualiser et poser à M. Temmar les questions qui fâchent, les questions qui gênent. M. Temmar, vous étiez au gouvernement, vous meniez une politique économique. Vous n'avez pas laissé les critiques de votre politique s'exprimer dans les médias. Il faut sans agressivité, sans rien. Il faut soit lui poser la question, soit le dire, le rappeler de manière très ferme et très posée, sans être agressif ou là. Mais on a besoin, les auditeurs ont besoin d'écouter ces gens, comment ils raisonnent et comment ces gens sont faux. Il faut qu'on se rende compte à quel point... Moi, ça tombe bien. Une semaine avant, j'avais écrit un papier intellectuel algérien entre engagement et posture. Donc ça, c'est typique. J'ai fait un tweet, un truc sur Facebook. C'est typique d'une posture d'un homme qui est au pouvoir, qui se comporte d'une manière totalement... c'est lui qui le dit, c'est un désastre. Il utilise, je crois, le mot désastre ou la catastrophe. Là. Et ensuite, il dit, non, on a essayé de faire. Non, voilà ces gens-là. Les gens ont besoin de les découvrir de manière directe. C'est intéressant. Saïd Jafar. Bon, j'allais répondre. Bon, mais en fait, moi, ça ne me surprend pas. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans ce système-là, tel que c'est organisé, même ceux qui ont de la compétence technique ont baissé, le niveau a baissé. Et même quand ils disposent d'une compétence technique, ils ne sont pas en mesure de dire la réalité aux gens du pouvoir. Le 51-49, aujourd'hui, Temmar nous dit qu'il était contre. Mais en fait, le reproche qu'il faut lui faire, c'est que tu n'es pas arrivé à convaincre Bouteflika que c'est erroné. Et à ce moment-là, est-ce qu'il est en mesure de convaincre Bouteflika que c'est faux ? Ne se pose pas. À mon avis, la seule manière de le convaincre, ça aurait été de démissionner, de dire je ne suis pas d'accord, je quitte. On va faire du nombrilisme. Le thème des médias, on fait du nombrilisme, c'est toujours gênant. On peut passer un deal avec quelqu'un qu'on va interviewer, mais on va jusqu'où ? Mais il n'était pas interviewé, il était dans une, il était dans une émission. En tant qu'expert. En tant qu'expert, mais un expert, différent, on lui pose des questions.
On lui pose des questions. Quand il dit quelque chose, on lui dit. Et il me semble que Ihsan, je ne veux pas te défendre, mais tu as rappelé qu'il portait le bilan de 12 années au pouvoir. Akram. J'aimerais parler du cas d'Adel Mellah. Ok, oui. Je trouve que le fait de l'avoir invité était très très utile. Ce qu'il a dit était intéressant, sa posture était intéressante. Ce qu'il a dit était intéressant, non. L'invité, c'était très intéressant. Mais ce qu'il a dit... Non, après, c'est ton choix à toi. C'est ta lecture, il n'y a pas de souci. Non, je dirais... révélateur de quelque chose. Exactement. C'est révélateur de l'état dans lequel on est et dans le carcan dans lequel on est coincé aujourd'hui. Je pense que ça serait intéressant aussi d'inviter Anis Rahmani. Oui. Je pense que Radio M... Anis Rahmani s'exprime sur sa propre... Il n'y a pas de souci. Il passe son temps à se faire interviewer sur sa propre chaîne. Il se fait interviewer par Linda Abou, par Qadi Ihsan. Non, sur sa propre donc, chaîne. attendant, ou de Daïcha Dridi. Non. Donc, la valeur ajoutée que nous pourrions apporter serait de poser des questions sérieuses, non complaisantes et directes. Exactement. Moi, je ne pense pas que Radio M ait vocation à être une radio d'opposition. Pour moi, Radio M est une radio libre. Donc c'est une radio où tous les courants peuvent s'exprimer dans le cadre du respect de la loi et aussi des conventions sociales, mais qui devrait être ouverte à tout le monde, y compris les officiels. Et je trouverais ça excellent que des officiels viennent ici s'exprimer, se confronter aux questions de Radio M, et aussi de partager avec nous et d'ouvrir un canal de dialogue avec le reste des gens que nous pensons représenter. Donc ça n'a pas touché à la crédibilité pour toi de Radio M Pas du tout. Attends. Adel Mellah, j'ai moi-même écrit un papier sur lui où j'ai contredit ce qu'il disait, où j'ai démenti ce qu'il disait. Sur un média électronique. Après l'entretien ? Oui, où j'ai relevé qui s'appelle décrypté.info sur le cas du papier. Oui, sur Netanyahou, la fake news qu'il a mais moi je comprends le fait qu'il ait démenti avoir publié, oui, d'accord. C'est pas important. Oui, d'accord. Je comprends que quelqu'un qui a été emprisonné pendant 3 semaines ait de la rage. Il faut comprendre le choc moral de cette personne. Qu'il s'exprime comme ça, c'est une conséquence. Il est lui aussi victime. Donc, pour moi, il faut accepter le discours de l'Amlar comme étant un cri de détresse de cette personne. Cette personne est en train de se protéger en agissant ainsi. Après, chacun a les moyens, les moyens qu'il a, intellectuels ou autres, pour s'exprimer et pour se protéger et faire passer des messages. Lui, il a choisi cette posture. Bon, cela dit, je vais donner la parole à Ihsan pour répondre, mais cela dit, moi j'ai interviewé Abdou Semmar qui a aussi été traumatisé par la prison et il ne m'a pas parlé de cette manière-là. Moi, en tant que femme, je tiens à le dire, j'aimerais bien me poser la question, mais je trouve moi il m'a choqué la manière avec laquelle il s'est adressé à Linda Abou, ma collègue. J'ai trouvé ça extrêmement agressif et scandaleux. J'ai envie de dire que... Je sais que sur ce plateau, c'est pas... Ce qui a été fait sur Radio M, à mon avis, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Parce que je prends les choses sous un autre angle. Les affaires, les mois de octobre-novembre, ont créé de nouveaux héros dans la presse. Et on a besoin de savoir qui sont ces gens-là, qui sont ces héros. Leur passage sur Radio M a révélé, a dégonflé, a révélé quelque chose d'important. J'ai utilisé une formule. Dans les années 90, le DRS, les amis entre guillemets de Ihsan, prenaient des journalistes et ils en faisaient des monstres.
Aujourd'hui, ils nous fabriquent directement des monstres. Ils ne prennent plus les précautions. On a des sites internet qui naissent, qui publient des choses horribles, et 6 mois, 2 ans, 1 an, 2 ans après, on apprend que ces sites appartiennent au FLAN. Alger24, avec le journaliste qui a été arrêté devant le siège d'Al-Nahar, qui savait que le site appartenait à Al-Nahar? Donc voilà, on fabrique des bébés, ils sont là, ils sont opérationnels, et puis par accident, on découvre qu'ils appartiennent à tel groupe, telle personne, telle chaîne TV, etc. Ce qui a été fait sur Radio M, ça a montré les gens, tu sais, le contact direct, l'interview directe d'une personne, c'est beaucoup plus révélateur que 50 articles. Et ça, voilà, les gens ont été mieux informés à travers ces 2 interviews qu'à travers l'ensemble des autres papiers. Enfin, il y a des nuances dans la démarche. Moi, j'étais un peu gêné par la présentation. Tu as parlé de 2 personnalités, insiders. Le premier, c'est Tammar, c'est un proche de Bouteflika. Tammar m'a raconté en aparté, il a fait les 400 coups avec le président en 63-64 à Alger. C'est un intime. Hein. Voilà, et l'autre, c'est quelqu'un qui arrive, il a 80 ans, Abdelhamid Tammar, 12 ans au gouvernement. Et l'autre est en train d'arriver. Il a 29 ans, il nous l'a dit. Il a 29 ans et il est perçu aujourd'hui plutôt comme un journaliste dissident qui est dans un conflit ouvert avec le régime et tout ça. Mais il a soutenu en 2004. Depuis qu'il a été mis en prison. Non, il était dissident. Il clashait le gouvernement bien avant. Non, il clashait le gouvernement bien avant. Et pas seulement le gouvernement. Enfin, non, il le faisait bien avant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été en prison. Si c'était un soutien, il n'aurait pas été. Voilà, il était jusqu'au 4e mandat et quelques mois après. C'est pas pareil. Moi, la règle, évidemment, on peut toujours se dire oui, c'est bien d'être une radio libre, d'inviter tout le monde, mais il y a quand même des règles. Nos confrères de TSA ont fait un entretien avec Chakib Khalil. Il m'a choqué. Ils ont traité Chakib Khalil comme une source normale, qui nous donne des conseils sur le marché pétrolier, sur les investissements qu'il faut faire en Algérie. Chakib Khalil est de notoriété quasiment pour la justice suisse. Il devrait être jugé, la justice italienne. Pour moi, c'est un voleur. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un voleur. C'est quelqu'un qui a détourné des centaines de millions de dollars. Je ne peux pas l'inviter à parler avec lui. À la seule condition qu'on ne parle que de son dossier, que de son affaire. Dans ce cas précis, il y a une limite. Je peux l'inviter, mais qu'il accepte qu'on ne parle que de cela. Pour dire qu'il y a des catégories. Je suis prêt à interviewer Ali Belhadj ici. Je considère qu'Ali Belhadj a payé à la société. Ali Belhadj a donné des instructions, il était insurrectionnel en juin 91. Il était pour l'insurrection. Moi, j'allais à Jama'a Sunna, à Bablouad, j'allais à Kouba pour les mosquées, j'écoutais ses prêches en tant que journaliste. Il a appelé à la résistance armée. Les 12 ans de prison qu'il a faites, je considère qu'il les méritait. C'est un point de divergence avec Ali Abdel-Nour, que je salue, auquel je souhaite une longue vie. Mais il a payé. Il a le droit de reparler. Et nous avons le droit de lui poser la question de savoir comment il pense l'avenir de l'Algérie. Parce qu'en fait, il s'agit surtout de comment penser l'avenir. Donc voilà, il y a des règles, il y a des limites qu'on peut se donner. Dans le cas de Tammar s'est fourvoyé peut-être en tant que ministre. C'est clair qu'il s'est fourvoyé, il n'est pas arrivé à faire passer sa politique. Pour moi, le problème de Tammar, j'espère qu'il va revenir d'ailleurs au Café des experts éco, il est le bienvenu. En fait, je me suis rendu compte en discutant avec lui que ce n'est pas un vrai libéral. Abdelhamid Tammar n'est pas un vrai libéral. Il est plus patriote. Est-ce que quelqu'un qui a été formé au MALC peut devenir libéral? Ça peut arriver. Et il me rappelait sa formation au MALC. Ça peut arriver qu'il devienne un vrai libéral. Mais lui n'est pas un vrai libéral sur le plan de l'économie. C'est une critique que je peux lui faire. Mais il n'a pas de dossier de corruption qui lui pend sur la tête. Et donc, c'est ça mon vrai problème. Je peux ajouter à ça. Ce qui est gênant, c'est qu'on n'est pas dans une situation normale où on pourrait exposer quelles sont les normes du journalisme, qui on peut interviewer et qui on ne peut pas interviewer. Quand tu as un pays aussi verrouillé que l'Algérie, tu es obligé de faire de la surenchère sur certaines choses et d'être, disons, beaucoup plus souple sur d'autres choses. Par exemple, si on fait une interview d'un opposant, on ne peut pas être aussi agressif avec lui que dans une situation normale, parce que lui aussi, il est assiégé. Radoua, tu vas interviewer un dirigeant du FFS ou du RCD, y compris du MSP.
à l'exception de ceux qui sont c'est-à-dire en contact direct avec le pouvoir. Les autres, tu ne peux pas les acculer comme c'est dans une situation normale. Et donc, ça se passe au pif, au jugé, c'est en ton âme et conscience, et en espérant qu'on ne fait pas fausse route. Mais on souhaite recevoir aussi des acteurs qui sont en poste, parce que jusqu'à maintenant, la seule personnalité qui était ministre, qui est venue donner un entretien à Radio M en étant ministre, on a eu droit à son protocole, etc., c'était Amara Ben Younes, au moment où Abdelaziz Bouteflika avait fait son AVC, donc il est venu en mai, donc 2 mois, 1 mois et demi après. Fin mai, début juin, il est venu à Radio M. En tant que ministre. En tant que ministre. Et non, il était ministre, mais il est venu en tant que patron de son parti, le MPA, mais il était dans le gouvernement. Mais on s'attendait à ce qu'il parle de sa candidature. De proximité. De sa candidature, qu'il parle de sa future candidature au présidentiel, et il est venu nous défendre la candidature de Bouteflika alors même qu'il était encore sur son lit d'hôpital. C'était assez choquant. C'était mon interview la plus traumatisante. Merci beaucoup, c'est la fin du Café Presse Politique. Merci de nous avoir suivis, merci aux invités, merci à Soumaya Ferkali, la réalisatrice, Ahmed Belghit, notre caméraman. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.